A few hours ago, Miss Jean Harlow was graduated by death. The screen has lost one of its most brilliant personalities. Hollywood tonight holds many heavy hearts. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. And as I told you before, if you're planning on Mr. Madison as a victim, you might as well give it all up. I came up here to learn what you intend to do with my father's farm. Do with it? I'm hoping you won't dispose of it without at least giving me a chance to buy it in. I see my coming here was a mistake. Le 20 mai 1937 commence le tournage de Saratoga avec la superstar Jean Harlow. 9 jours plus tard, la blonde platine s'écroule après une scène avant de mourir tragiquement à seulement 26 ans. Saratoga est l'ultime film de l'actrice et connaîtra un immense succès. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Cette semaine, je vous parle de l'une de mes actrices préférées, de mes blondes préférées, Jean Harlow. Je vous ai déjà parlé d'elle à 2 occasions, si je me trompe pas. Je vous ai fait un épisode sur l'ensemble de sa carrière, c'était au début du balado, et je vous ai fait un épisode aussi sur son mariage et le scandale, Paul Byrne. Mariage qui s'est terminé de façon tragique avec le suicide de Byrne. Si ça vous intéresse que cet épisode pique votre curiosité, les 2 épisodes seront disponibles en barre d'informations juste en dessous. Si j'y pense, je vais essayer d'y penser. Si j'oublie, sachez qu'ils sont très facilement trouvables dans les playlists de Close-Up Dramatique. Je vous parle de Jean Harlow aujourd'hui et aussi de son dernier film, Saratoga, un film qu'elle va malheureusement pas terminer. Vous allez rapidement comprendre aujourd'hui que dans la dernière année de sa vie, l'actrice a eu plusieurs problèmes de santé qui vont mener à ce jour fatal de mai 37. Saratoga, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment très très bon. Jean Harlow était au sommet de sa gloire, de sa beauté, malgré tout ce qui entoure le tournage. Quand on sait ce que je vais vous raconter, c'est impossible de pas avoir un peu de sympathie et d'empathie pour l'actrice et la production entière du film, parce que c'était vraiment, mais vraiment pas évident de tourner une production dans ces conditions-là. Avant de vous parler de Saratoga, Jean Harlow, en 1936, que représentait-elle? I waste no weeping on lost romances. I'll pay my losses. Say, where'll you ever get if you don't take chances? You're young and restless. You don't want good advice. Get what you're seeking, no matter what the price. I won't go weeping. I won't go moping. Say, I'll keep on hoping for one who's hoping for me. En 1936, Jean Harlow est l'une des plus grandes stars du cinéma, mais aussi l'une des femmes les plus connues à travers le monde. Depuis le début des années 30, elle accumule les succès au grand écran et sa beauté fait d'elle une femme unique et admirée de tous. Les critiques l'aiment de plus en plus, parce qu'au début de sa carrière, on lui reprochait d'être avant tout une belle femme à l'écran, avec plus ou moins de talent en comédie ou en drame. Mais au fil des années, ces mêmes critiques n'ont pas eu le choix d'avouer et d'applaudir l'actrice puisqu'on lui découvre un grand talent pour la comédie et même les films tragiques. Les films dans lesquels elle joue écrasent tous les autres au box-office. Quand elle est sur une production, c'est souvent elle la mieux payée. En 1936, quand elle tourne Suzy aux côtés de Cary Grant, son cachet dépasse largement celui de l'acteur.
Même chose quand elle tourne Labeled Lady avec William Powell, Spencer Tracy et Myrna Loy. Sur le plateau, personne est mieux payé que Madame Harlow. Ces films fascinent le public américain, mais mondial aussi, et elle est surtout une chouchou des cinéphiles depuis plus d'une décennie. Elle fascine le public par son caractère. Harlow, elle est un peu la voisine que tout le monde aimerait avoir. Elle fait très sympathique, très simple, malgré toute la gloire, et elle sait s'exprimer à merveille. Sa voix est d'ailleurs très souvent entendue dans les radios, elle invite ses fans à aller voir ses films, elle participe à presque toutes les activités de promotion du studio de la MGM avec qui elle est. Il n'y a pas juste son caractère qui est admiré, sa beauté également. Elle a un physique que toutes les femmes rêvent d'avoir. Une taille découpée au couteau, des courbes qui donnent des chaleurs aux hommes les plus froids. En 1936, elle est l'une des plus belles femmes au monde, rien de moins. Ses cheveux d'un blond platine font couler beaucoup d'encre. À cette époque-là, c'est pas hyper courant. Ce blond platine est devenu un peu sa marque de commerce avec le temps. Là, ce que je vais vous dire, ce sont de vraies statistiques rapportées dans tous les journaux de l'époque. C'est pas des blagues ou des informations que j'ai trouvées avec peu de sources. Entre 1931 et 1938, ce qui correspond à la période Jean Harlow, les femmes qui avouent se teindre les cheveux en blond augmentent de 45%. C'est presque la moitié des femmes qui deviennent blondes. Pendant la même période, la MGM va lancer un concours, entre guillemets, si un coiffeur aux États-Unis réussit à reproduire la couleur exacte des cheveux de Jean Harlow, il rapportera une belle somme d'argent. À l'époque, on disait que c'était une couleur naturelle, mais en réalité, c'était tout à fait faux. Jean Harlow était plus rousse que blonde, mais bon, ça moussait bien la popularité de la femme. Aucun coiffeur va trouver la couleur exacte et remporter le jackpot. Vous voyez, en 1936, non seulement Jean Harlow est une actrice aimée, idolâtrée, mais aussi une femme adulée, fantasmée. Toutes les femmes rêvent d'y ressembler et les hommes, eux, fantasment à l'idée de la croiser sur une rue hollywoodienne. Mais derrière le glamour se cache un secret bien gardé de l'industrie. Jean Harlow n'est pas dans une forme des plus resplendissantes. Hello, Daddy. Daddy, this is Carol. Get ready for a big surprise. I'm going to be married. That's all right with me, but don't bring anything home to frighten your dad. Who is this? My name is Duke Bradley, a friend of your father's. Why don't you try it sometime? Put my father on the phone. Who is it? Some fool. I would like to speak to my father. He isn't here. Where can he get you? I'm at Northborough House. What's the address? Northborough House is the county seat of the Duke of Northborough. Say, you better take that crown off your head and come home. What's that? Who do you think you're talking to? Now, look here, Grandpa. Don't you call me Grandpa. Will you leave us alone 1 minute? All right, but I don't trust that guy. House full of monkeys and no stud. Yes, I don't Now like hurry the up way... before we're interfered with again. Yes. Hope that nobody will know I've been here. Goodbye. Goodbye. Si la carrière de Jean Harlow va très très bien, sur le plan personnel, c'est autre chose. La MGM fait très attention que les ennuis de santé de l'actrice star ne soient pas révélés au grand jour. Les ennuis de santé de la blonde commencent aux alentours de 1935, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, parce que sinon elle a eu une santé assez fragile toute sa vie. C'est aux alentours de 1935, comme je le disais, que Harlow va commencer à avoir des nausées de plus en plus fréquentes, mais aussi des périodes de grande fatigue. Ces périodes-là sont souvent accompagnées de très fortes fièvres. À ce moment-là, elle est rapidement prise en charge par le docteur du studio pour essayer de calmer ces moments plus fragiles. Évidemment, quand elle est malade, c'est impossible pour elle de
tourner, ce qui retarde la production et la sortie de ces films qui sont très attendus. On essaie d'éviter ce genre de choses avec des mégastars comme Jean Harlow. En 1936, pendant le tournage du Valet de cœur, on s'inquiète beaucoup pour elle. La production avance lentement parce que la blonde est souvent absente du plateau. Les fièvres l'empêchent parfois de travailler et même de se tenir debout. Elle devient très faible. Ces fièvres apparaissent de nulle part et c'est ce qui inquiète le plus. C'est que son état passe de normal à malade en quelques secondes seulement. Les médecins vont pas trouver de quoi souffre l'actrice. La situation va empirer quand elle commence à s'évanouir sans raison apparente. Sur Suzy, avec Cary Grant et Robert Taylor, Robert Taylor va raconter à plusieurs reprises qu'il était pas rare qu'ils doivent porter Jean Harlow à sa loge à la fin de journée de tournage, tellement elle était faible. C'est une personnalité connue, très médiatisée et ce genre d'incident ou d'état physique ne doit pas sortir des studios. On fait tout pour que ça reste un secret de polichinelle. On interdit les journalistes et photographes sur les plateaux. Comme ça, on évite que la blonde fasse un malaise devant la presse. La même année, elle tourne Personal Property, et c'est à partir d'ici que les inquiétudes vont s'amplifier. Jean Harlow devient parfois confuse au point où elle sait plus vraiment ce qu'elle doit faire et même dire. En plus, les évanouissements augmentent sans arrêt. S'il lui arrive de pouvoir continuer les journées après avoir perdu connaissance, ça lui arrive aussi de devoir retourner chez elle. Pour être honnête, après le tournage du film, on pense à la MGM que Jean Harlow est en surcharge, qu'elle est extrêmement fatiguée. À cette époque-là, on reconnaît pas nécessairement les signes d'une maladie très grave. Le tournage de Saratoga était initialement prévu en janvier 1937, mais on prend la décision de reporter Saratoga à mars 1937, soit 2 mois plus tard. On veut donner quelques mois plus tranquilles à la star et ainsi lui permettre de récupérer, de retrouver une certaine santé. On pense vraiment qu'en se reposant, la blonde platine va revenir en pleine forme. En janvier 1937, à la place de tourner le film et à la place de se reposer, l'actrice s'envole pour Washington avec Robert Taylor pour apparaître à de nombreuses reprises aux côtés de Franklin D. Roosevelt pendant sa campagne électorale. Démocrate reconnu pour Roosevelt, avoir la magnifique blonde platine à ses côtés, c'est toute une occasion. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. Elle avait déjà fait la même action auparavant. Mais en 1937, elle assiste à plusieurs activités caritatives avec le président des États-Unis et surtout, elle fait partie des prémices de ce qui deviendra la mode, M-O-D, la March of Dim, qui sera l'une des plus importantes organisations américaines sur la santé des nourrissons dès l'année suivante en 1938. À Washington, elle apparaît dans tous les journaux, c'est la visite d'une superstar du cinéma, rien de plus normal. Pendant qu'elle est à Washington, elle va attraper une sévère grippe. Son état va très vite empirer, elle n'arrive pas à dormir, la forte fièvre est revenue et elle tousse beaucoup en plus d'avoir de la misère à respirer. Elle est si malade qu'on prend la décision de la ramener chez elle à Hollywood par train d'urgence afin qu'elle puisse être soignée. Ça va prendre plusieurs semaines à la blonde pour se remettre de cette grippe. Quand elle est remise sur pied, début mars, c'est déjà le début du tournage de Saratoga. Du moins, c'est ce qu'on pense. Après sa maladie, Jean Harlow va commencer à se plaindre de douleurs à la bouche, plus particulièrement aux dents. On l'observe vite fait et on se rend compte qu'elle possède encore ses dents de sagesse. Le docteur de la MGM va conseiller qu'on lui retire ses dents qui sont peut-être la cause de ses maux de tête et même de la fièvre. C'est vrai d'ailleurs, si vous avez encore vos dents de sagesse et qu'elles sont mal placées ou peu importe, ça peut entraîner des fièvres, des maux de tête, etc.
Pendant l'opération, après 3 dents retirées, on arrête tout en urgence quand on perd les battements de cœur de l'actrice. C'est la panique et au bout de plusieurs longues secondes, son cœur se remet en marche. On ne sait pas ce qui est arrivé cette journée-là, mais personne, mis à part Harlow et les dentistes, seront mis au courant. Une fois qu'on lui retire ses dents de sagesse in extremis, les soucis sont loin d'être terminés. La star est toujours fiévreuse et surtout, elle explique que ses douleurs aux dents sont encore bien présentes. On rappelle le docteur du studio et là, on se rend compte que l'opération s'est très mal déroulée. Jean Harlow a développé une infection assez grave. On essaie de la traiter à domicile, mais au bout de quelques jours, on est forcé de l'hospitaliser. Cette nouvelle hospitalisation, qui va durer 2 semaines, repousse le tournage du film au mois d'avril. Une fois rétabli, au milieu avril, on débute les premiers tests de costumes, de maquillage et tout ce qui va avec. Pendant ces essayages, la production est optimiste. L'actrice semble vraiment aller mieux. Les fièvres sont moins fortes, moins fréquentes aussi, et elle a retrouvé sa joie reconnue partout à travers Hollywood. À la fin de l'année 1936, le film Saratoga a eu un chemin assez compliqué pour arriver au début de sa production. En plus des nombreux ennuis de santé de sa star principale, Jean Harlow, la pré-production a été très complexe. C'est en 1934 qu'on annonce pour la première fois le film avec Carole Lombard dans le rôle principal. La jeune starlette du cinéma sera prêtée à la MGM par la Paramount pour la production. Le projet est finalement jeté. On produit d'autres films avant qu'en 1936, à nouveau, on annonce Saratoga. Cette fois-ci, c'est la méga star du studio, Joan Crawford, qui a accepté le projet. Malheur pour l'actrice, au cours de l'année 1936, la popularité d'Harlow surpasse la sienne et c'est finalement à la blonde platine qu'on propose le projet. Après plusieurs mois à repousser le début du tournage, Jean Harlow arrive finalement pour la première fois sur le plateau le 20 mai 1937, prête à tourner. Pendant les tests de costumes, l'actrice semblait en pleine forme. Elle était souriante, ne se plaignait pas de fatigue ni de fièvre et de tous les problèmes de santé qu'elle a eus au cours des derniers mois, dernières semaines. Par contre, en ce 20 mai 1937, la blonde est très fatiguée. Clark Gable, sa co-star, est le premier à remarquer cet étrange état. Au début de la journée, il entre dans la loge de Harlow pour la saluer et la remarque affalée sur son canapé. Elle lui explique qu'elle a eu un immense coup de fatigue, qu'elle a eu besoin de s'étendre, qu'elle a sûrement dû mal dormir et que ce n'est rien de très très grave. Gable va trouver ça quand même un peu étrange et va surveiller de près sa co-star. C'est pas très long, cependant, avant que tout le monde sur le plateau remarque l'état inquiétant de la blonde. Quand elle reste trop longtemps debout, elle se met à faire de la fièvre et à trembler. Pour cacher cette faiblesse, elle se repose sur tout ce qui l'entoure. C'est plus ou moins bien caché et Gable va parler à William Powell, qui est à ce moment-là le fiancé de l'actrice. Powell va pas rassurer son ami inquiet. Il lui explique qu'au cours des derniers jours, Harlow est très fatiguée et a recommencé à faire de fortes fièvres. Il lui a proposé d'aller voir un docteur, un médecin, autre que celui du studio, mais elle a refusé. Harlow explique à son fiancé qu'elle ira consulter après le tournage de Saratoga qui a déjà été largement retardé à cause d'elle. Un retard qui oblige le studio à tourner l'entière production sur quelques jours seulement. Jusqu'au 29 mai, sur le plateau du film, c'est très difficile. La blonde platine doit prendre de longues pauses entre ses scènes. Elle est dans un état de fatigue extrême. Toutes les scènes de Harlow doivent se tourner très vite parce que, en plus de sa fatigue, elle devient confuse quand elle reste trop longtemps debout avant qu'un nouvel épisode de fièvre arrive. Quelque chose de beaucoup plus inquiétant et même effrayant recommence à se produire. Jean Harlow s'évanouit plusieurs fois par jour. Devant la caméra ou dans sa loge, ça lui arrive très souvent. Elle refuse d'arrêter ses journées de travail et insiste pour reprendre les scènes. Au studio de la MGM, l'ambiance est presque macabre.
Le 27 mai, les maquilleuses vont remarquer que le visage et les mains de la star ont commencé à enfler. On pense que c'est de nouvelles complications liées à l'opération des dents de sagesse. Par contre, cette enflure est accompagnée d'autres symptômes beaucoup plus effrayants, je dirais. La peau de Jean Harlow a jauni et jusqu'au 29 mai, ce teint jaunâtre va qu'empirer. Elle devient si jaune qu'on doit la maquiller bien plus qu'à l'habitude parce que sinon elle apparaît grise à l'écran. Elle recommence à avoir d'importantes nausées et est même malade au studio. Le 28 mai, son état inquiète tellement qu'on l'oblige à rentrer chez elle. On appelle William Powell qui lui tourne sur un autre plateau pour qu'il vienne la chercher et la ramène à sa maison. À l'arrivée de Powell, pour une rare fois, il va y avoir une certaine dispute entre Jean Harlow et l'équipe de production. C'est pas dans ses habitudes de se mettre en colère. Habituellement, elle est très sympathique et polie envers tout le monde. Là, elle est fatiguée que tout le monde tourne autour d'elle et la surveille sans cesse, pour ce qu'elle dit être seulement de la fatigue. Elle affirme qu'elle ira voir un médecin après le tournage de Saratoga. Le 28 mai, c'est finalement la production qui va gagner puisque Powell la ramène chez elle un peu de force. Le lendemain, le 29 mai, l'actrice est de retour sur le plateau et elle est pas mieux. On tourne plusieurs scènes avec Gable, quelques-unes intimes et une nouvelle fois, on remarque de nouveaux symptômes alarmants. En tenant Jean Harlow contre lui, Gable remarque qu'elle dégage une odeur d'œuf pourris et d'urine. En la serrant contre lui, il sent aussi tout le poids de l'actrice sur ses bras. Harlow s'appuie sur sa co-star pour pas tomber. Il la sent aussi brûlante de fièvre et remarque que dans ses yeux quelque chose ne va pas. C'est pas le regard de Jean Harlow. La journée se poursuit avec une blonde qui s'assoit dès qu'elle le peut et s'appuie sur tout. Au milieu de la journée, elle s'évanouit pour la première fois. Gable la ramène dans ses bras à sa loge où elle reprend conscience. Une fois revenue à elle, l'actrice insiste encore et toujours pour reprendre la journée de travail. Dans sa loge, Gable et Hattie McDaniel, qui est l'actrice afro-américaine par excellence de cette époque, mais surtout une très grande amie de Jean Harlow, essaient de lui faire comprendre que la situation est grave, qu'elle doit consulter sur le champ. Rien à faire, la blonde superstar veut retourner sur le plateau. On retouche son maquillage, ses cheveux et elle réapparaît devant les techniciens. On tourne une nouvelle scène, cette fois-ci avec Walter Pidgeon. Derrière les caméras, Gable et McDaniel surveillent la séquence. La scène se fait assez rapidement. Harlow dit sa dernière ligne. Bradley where he belongs. So do I. Yes, and I hope that nobody will know I've been here. Goodbye. Goodbye. On crie coupé et quelques secondes après, l'actrice s'évanouit à nouveau. Gable la ramène une nouvelle fois à sa loge, mais cette fois-ci, elle ne reprend pas conscience. Ça prend plusieurs minutes avant que l'actrice revienne à elle. C'est Hattie McDaniel qui va téléphoner en panique à William Powell, toujours sur un autre plateau. Elle lui explique la situation et lui précise que s'il n'est pas en mesure de venir chercher sa fiancée en vitesse, Gable la ramènera chez elle. Powell va arriver le plus vite possible et avec Gable, ils vont la transporter dans un hôpital en urgence. Le 7 juin 1937, après plusieurs jours de complications et d'agonie, Jean Harlow décède à 26 ans d'un empoisonnement du sang lié à une insuffisance rénale grave. Au moment de la mort de la superstar, c'est le choc dans le monde du cinéma, mais aussi partout à travers la planète. Le grand public ne connaissait pas l'état de santé de Harlow. Les journaux font pendant plusieurs jours la une avec Jean Harlow et des dizaines de rumeurs vont voir le jour. Saratoga étant terminé à 90% cause un problème à la MGM. On pense d'abord à retourner le film dans son entier avec une nouvelle actrice, mais Gable, McDaniel et Pidgeon sont loin d'être d'accord. En fait, ils expliquent que si le film est remonté à 0, ils quittent la production. Une menace qui sera prise très au sérieux et qui force le studio à penser à un autre plan.
celui d'une doublure pour terminer les scènes de la blonde. Cette décision est aussi prise parce que la MGM a reçu des milliers de lettres d'admirateurs de Harlow priant de sortir le film quand même. Le public voulait voir les ultimes scènes de la blonde. Quelques semaines plus tard, on reprend le tournage de Saratoga. À la reprise, Gable et McDaniel pleurent à chaque jour. Ils passent devant ce qui était la loge de leur ami et c'est extrêmement difficile. La doublure de Harlow est trouvée et on la place dos à la caméra, assez loin, sous de grands chapeaux. On essaie de faire de son mieux pour que ça paraisse pas trop. Le film est bouclé et à sa sortie, c'est le plus grand succès de l'année. Plus de 3 millions de dollars en profit et le film il est largement médiatisé comme étant l'ultime production de la mégastar partie trop jeune Jean Harlow. Jean Harlow aura livré une ultime performance et une excellente prestation à l'histoire du cinéma. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.